Yaorana, et merci pour votre fidélité. On va être très service public ce soir dans notre émission puisque on a un territoire qui est chargé d'histoire. Et cette histoire date évidemment des époques où nous avons été découverts, ici en Polynésie, par des explorateurs qui ont des vies, des destins absolument incroyables. Aujourd'hui, tous ensemble, on va s'intéresser à quelqu'un dont le nom vous parle, c'est obligé, c'est Bougainville. Bougainville, on va en parler avec celui qui lui a presque consacré sa retraite. Mon invité est ce soir, Maeva dans Whenua Tonight, Mr. Philippe Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Bonsoir Alexandre, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu, mais oui. Ils le savent pas oui. en réalité, qu'on s'est vu, qu'on a tapé le carton, oui, etc. Oui, non. Alors dis-moi, Philippe, en plus, aujourd'hui, on va dire la vérité, t'es pas en pleine forme, t'as le chikungunya. Oui, mais c'est vrai, c'est horriblement douloureux. Ouais, ben, je te remercie d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Je suis très content. Tu viens d'éditer à compte d'auteur ce livre, Bougainville, le flamboyant chevalier des mers du Sud, qui est un ouvrage magnifiquement bien fait sur la vie de celui qui est considéré comme un des plus grands explorateurs de notre époque. Français. Bien sûr. Français, oui. Parce que, soyons chauvins. Oui. Parce que le grand mérite de Bougainville, et ça on l'ignore aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de navigateurs qui sont plus célèbres que lui. Cook évidemment. Bligh, effectivement. Mais, ou la Pérouse. Bien sûr. Seulement eux, ils ont mal fini. Ils n'ont pas fini leur voyage. Tandis que Bougainville, lui, il a tout réussi. Il a fait le tour. Il a perdu simplement 6 hommes, je crois, 7-8 hommes. Et donc, à croire que les losers, les gens qui perdent, sont plus reconnus que ceux qui traversent l'existence et puis qui font des choses extraordinaires. Cocorico. Voilà. Bougainville est arrivé quand en Polynésie? Au mois d'avril 1768. C'était pas le premier? Non, c'était pas le premier. Wallis était passé l'année d'avant. L'année d'avant. Oui. D'ailleurs, il le savait. Il l'a su pendant son voyage. Ah. Non, il l'a su pendant son voyage. En arrivant au Malouine, Philippe Carteret, qui était de l'expédition à Wallis, avait laissé quelques traces. Et donc, Wallis, ils se sont séparés avec Carteret dans le détroit de Magellan. Et se sont perdus de vue. Et donc, Bougainville, quand il est passé après, la première chose qu'il a voulu, un an, c'est arriver avant Philippe Carteret. Et c'était la course à celui qui arriverait le plus vite en France pour récupérer l'aura de la Polynésie et de Tahiti. Mais quand il a appris que Wallis était passé avant lui, il était tout dégoûté, Bougainville? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout, parce que l'autre, il n'a pas eu le temps de faire son livre avant. Bien fait. Il l'a fait qu'en 74. En 74, de l'an 1700. De 1774. Et il ne l'a pas fait lui-même, il l'a fait faire par un souffleur. J'allais dire non. Voilà. Ouais, il l'a fait faire par un autre écrivain en 1774. Et le livre n'a pas été traduit tout de suite en français. Mais alors c'est incroyable les coïncidences qu'il y a entre le voyage de Wallis et celui de Bougainville. Le rapport à la population est le même. À savoir que l'accueil a été hostile, c'est normal. Tous les étrangers, quand on vient chez soi, qui on piétine un peu leur plate-bande, ils n'aiment pas tellement. Alors avant de rentrer dans le détail, moi ce qui me fascine déjà, c'est de voir ta fascination. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé, arrivé à ta retraite de professeur, d'écrire à ce point sur Bougainville? C'est une histoire de longue date, un amour éternel entre vous deux? Écoute, c'est peut-être certainement une histoire de longue date, puisque j'ai vécu dans une région très humide, au milieu des îles, d'une rivière qui déborde tout le temps. Quand j'étais tout petit, je vivais de Robinson Crusoe. Je rêvais de Robinson Crusoe. J'allais dans les îles avec des petits bateaux. Et donc, j'ai toujours vécu dans une île. Ma maison était entourée d'eau. Et elle a été inondée, d'ailleurs, cet été, c'est plutôt cet hiver, là, à Nemours. Tout le monde a vu les images. Et donc, après ça, j'ai recroisé Bougainville, comme je te l'ai dit, à la fac, quand j'étudiais le supplément Voyage de Bougainville de Diderot, qui me passionnait à l'époque, et dans lequel j'ai découvert que finalement, la désinformation, c'est pas nouveau. Diderot, il a fait un livre sans même avoir lu le livre
de Bougainville. Hein. D'ailleurs, il a été publié qu'en 1796, parce qu'il était censuré. Il n'avait pas le droit de publier quoi que ce soit. Donc il s'était débrouillé quand même par le bien pour faire passer son sujet par un copain à lui qui s'appelait Grimm. Mais sinon... Alors attends, on va te faire une petite pause, parce que sinon on va perdre des gens en cours de route. Il y en a qui cherchent le gaz. Oui. Donc on va essayer de se concentrer pour donner envie. Si vous voulez en savoir plus sur Bougainville, on vous a préparé des petits sujets dans cette émission, fort bien fait. Celui que vous allez voir, il y a quelques fautes d'orthographe dans les sous-titres qui ne sont pas de nous. On a récupéré la vidéo sur YouTube, mais elle est fort intéressante. Vous allez voir, on commente ces images juste après, Philippe. J'ai pas mes lunettes. Le monsieur est quand même au Panthéon une histoire de vie absolument fantastique, explorateur, mais aussi homme de guerre. Et en plus, ce qu'on ne sait pas sur Bougainville, c'est que apparemment, il se dit, selon les témoignages, qu'il était plutôt bel homme, et puis qu'il était un peu libertin. Très libertin, puisqu'il a failli avoir de gros ennuis quand il était jeune. Ah bon? Oui, heureusement qu'il avait un parent dans la police secrète. Il avait des relations très, très importantes, très influentes autour de Louis XV. Hein, c'est une longue histoire. Hein, mais donc il avait des mœurs légers. Ça a été étouffé. Non, en fait, il était avec des copains à lui, à l'armée. Et quand il revenait du front, des Ardennes, ils se libéraient un peu, les gars. Oui, c'était le gros lâchage. Et à l'époque, c'était l'époque où on découvrait le libertinage. Hein. Où est-ce que tu crois que le roi donnait l'exemple. Hein. Oui. Et il y avait un tas de... C'est vraiment la période où on lâche ses mœurs. Hein. La décadence un peu totale. Presque la décadence, si tu veux. Ouais. Et on découvre le corps aussi. C'est pour ça que la présence à Tahiti, ça a été un révélateur. Tiens, ça a bouleversé complètement le rapport au corps. On a découvert, et Voltaire le dit lui-même, il le dit, on a découvert un pays où la sexualité n'est ni sacrée, ni interdite. Parce que qu'est-ce qu'il le voyait quand il est arrivé ici à ce niveau-là, à Bougainville? Tous, ils ont vu que les femmes étaient contentes de les accueillir, et même si c'était parce qu'on les poussait, les pauvres femmes, à venir, au bout d'un moment, on ne les poussait plus, puisque Wallis raconte comment elles se précipitaient dans leurs bras pour un moindre clou.
hein, et que finalement on trouvait plus de clous pour accrocher les hamacs dans le bateau, et qu'il a fallu absolument arrêter ce trafic de clous, parce que le bateau risquait de couler presque. Ah, mince. Ça c'est de l'anecdote, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. J'en ai beaucoup, tu sais, des anecdotes comme ça. Et tu connais le massage, premier massage tahitien? Ah non, faut que tu me racontes ça. Oh là là, alors le premier massage... Sauf si c'est trop faux, hein. Trop? Faux, ça veut dire c'est des diverges. Non, je ferai attention. Okay, oui, j'ai été prof quand même. Oui, bien entendu. Puis je sais mentir. Comme tous les marins. Comme tous les marins. Alors donc il débarque, ce pauvre Wallis. Il a pour la chikungunya, je sais pas ce qu'il a au juste. Il est très malade depuis 15 jours, 3 semaines. Oui. Et il a peur de descendre parce d'abord ça se passe très mal. Hein, et puis au bout de 15 jours, ils arrivent à avoir des tractations avec la population qui les menace d'ailleurs de faire sombrer le bateau, parce que les clous ça suffit pas. Oui. Hein, ils veulent tout le bateau. Ah bah, écoute, c'est des naufrageurs comme nous en Bretagne. Hein, quand on voyait des gens passer, on leur faisait des grands signes, coucou, et puis on les mettait sur les récifs pour récupérer tout ce qu'ils avaient dans leur bateau. Hein, voilà. Et donc Wallis finalement réussit à faire des tractations avec la reine Obera, la reine locale. Non, attends, je me trompe de nom. Tu te trompes de pays, d'époque? Non. C'est bon, enfin avec la reine. C'est une histoire de massage à la base. Quand est-ce qu'il se fait masser? Avec la reine, qui est, pour des raisons politiques d'ailleurs, qui a un fils qu'elle veut placer. Mais là, tu as conscience que tu es en train de me perdre. Hein. Oui. Donc, ce massage. Oui, eh bien, elle lui fait un massage au monoï. Ah ben voilà. Avec des assistantes superbes. Et, tiens-toi bien, je ne voudrais pas vexer personne, mais il dit que ça sentait un peu le rance. Ah, il met pas ça, peut-être, il n'avait pas l'habitude. Oui, voilà. Bah oui, ou alors il n'y avait pas assez de carrés dans le monoï. Ils ont dû le fermer depuis. Et ça, il a guéri. Et ça s'est passé. Ça a eu bonne presse. Ça s'est passé beaucoup mieux après son. Alors, on a à nouveau un petit documentaire qu'on a coupé en deux. On vous en montre le premier extrait. On en apprend plus sur Bougainville. Regardez. Et le 26 janvier 1768, la Boudeuse et l'Étoile débouchent dans l'immense Pacifique qui reste toujours à conquérir. Mais les écueils sont nombreux. À l'horizon, on devine quelques petites îles basses. Il n'y a pas pire danger pour les marins que ce genre de formation, à peine visible au niveau de la surface, et qui s'avèrent être d'immenses barrières de corail. Ce sont les Tuamotu que Bougainville vient de découvrir. Il nomme cet endroit l'archipel dangereux. Enfin, le 2 avril, soit 2 mois après être sorti du détroit de Magellan, Bougainville se rapproche de Sagittaria, l'île découverte il y a 200 ans par les Espagnols, Quiros et Mendana, et que jamais personne ne réussit à retrouver. Bougainville s'enflamme à la vision de cette île haute, désormais renommée Tahiti. Il ne sait pas que l'anglais Wallis l'a précédé de 8 mois et qu'il y a vécu des heures douces et salvatrices auprès d'une reine aux mœurs quelque peu libérées. À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. La plupart de ces nymphes étaient nues car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté leurs pagnes dont ordinairement elles s'enveloppent. Elles nous firent d'abord de leurs pirogues des agaceries et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elles. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français? Le moins difficile n'avait pas été de parvenir à se contenir soi-même.
L'accueil, une tradition de notre Fénois. Voilà. C'est un peu ça. Mais oui, mais ça n'a pas beaucoup changé au cours des siècles. Hein. Oui, enfin bon, quand même, on est moins à se balader à moitié à poil sur la plage en faisant des gestes pour dire venez, venez, mais. Oh, ça dépend des quartiers. Bah, tu connais les bonnes adresses, mon ami. J'ai été prof ici, hein. Ah oui. Quand même. Et oui, c'est pas une tradition du Fénois, en fait, c'est une tactique qui a été mise au point par les Tahitiens pour, je te dis, récupérer non seulement le matériel qu'ils convoitaient, hein, parce qu'ils étaient quand même, ils avaient vu que technologiquement, il y avait des choses nouvelles. Oui, ils ont vu leur intérêt, bien Voilà. entendu, ils ne sont pas idiots. Et puis le mana aussi, hein, qu'ils voulaient récupérer. Et puis faire échange également, parce que c'est un pays, le Pacifique, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un pays où tu donnes et que tu reçois tout le temps. Mais alors là, j'ai appris quelque chose. J'ai écrit ça aussi pour redonner aussi. Oui, d'ailleurs, on rappelle que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Philippe Prudhomme est l'auteur de Bougainville, qui s'appelle, le sous-titre c'est Le flamboyant chevalier des mers du Sud, à compte d'auteur, distribué ici dans les librairies de la place. Donc Sagittaria. Oui, ça je ne connaissais pas. Ah, mais ça, c'est incroyable. Non. Donc, elle avait été repérée 200 ans avant Wallis. Oui. Ils l'ont jamais retrouvée. Ouais. Et entre-temps, c'est il y a beaucoup d'îles qui ont été fantaisistes aussi, hein, qui étaient des îles inventées par des escrocs, en quelque sorte. Des mythomanes. Ben oui, Kerguelen, il avait inventé les îles Kerguelen en disant que c'était l'Australie, par exemple. Il a fait 3 ans de prison pour ça. Coveley, qui était un pirate, qui a été un type extraordinaire aussi. Il avait inventé une île Pépis que des gens cherchaient. Bougainville, il l'a cherché pendant 1 mois. Il a perdu 1 mois à chercher une île qui n'existait pas. Ah ouais. Mais il avait quand même des dossiers. Il a fait de l'espionnage, Bougainville. C'est un type fabuleux. Il était un savant, militaire, escrimeur. C'est une vie de roman. C'est pas compliqué. On pourrait. Et d'ailleurs, tu sais que j'écris des romans policiers aussi. Ah, je savais pas. Ouais. T'en as écrit combien? 3. Et ils sont où? À ton nom? Ah oui. Ils appellent tous quelque chose à Tahiti. Hein, le premier, c'était Henri Jaune à Tahiti. Le deuxième, c'était Chienne de vie à Tahiti. Et le troisième, c'était Ice Cream à Tahiti. Chienne de vie à Tahiti, c'était quoi déjà? Parce que je crois que je l'ai lu. C'était sur les massacreurs de chiens et la condition, les problèmes qui sont posés par les chiens dans la société locale. C'est intéressant, c'est encore d'actualité. Mais tout ça, bon, c'est pour quitter. Philippe Prudhomme sur Google. Voilà. Tout ça, c'est pour quitter Bougainville, parce qu'il est tellement présent chez moi qu'il fallait que je me remette dans le présent. Alors j'ai donc inscrit ces romans policiers dans la réalité locale qui était autour de moi. Donc ça se passe à Paufai, ça se passe à Maïna, tout se passe ici. Et là, justement, j'envisage aussi, j'ai tellement d'idées qu'il faut que je me contrôle. Et donc c'est bien, ça te fait quel âge? 72 ans. Grâce à Dieu. Ouais. Excusez-moi pour ceux qui n'y croient pas. Mais oui. Bougainville n'y croyait pas. Bougainville n'y croyait pas. Ah oui. Ouais. Il dit, et quand il est arrivé ici, on coupe, on y va. Quand il est arrivé ici, donc il a fait son reportage, parce que c'est un grand reporter. Hein. Il écrit vachement bien, c'est un conteur merveilleux. Alors il dit, en matière de religion, j'ai pas eu le temps de tout. J'ai pas vu grand chose et j'ai rien compris. Hein. D'ailleurs, en matière de religion, il dit c'est le sujet sur lequel on prend souvent les ombres pour la lumière. Il était agnostique. Et il est mort. Il n'est pas mort avec les saints sacrements. Hein. Il est pas mort. Non. Il est mort. Sa tombe est une tombe anonyme. Juste une. Enfin bon, sa tombe est une tombe anonyme. Il est au Panthéon, le monsieur. Oui, et puis son corps est aussi. Il a été. Son cœur est au cimetière de Montmartre. Son corps est au Panthéon, mais son fils étant mort noyé, il repose avec son fils. Et si tu vois la tombe, il y a une colonne brisée. Quelle histoire fantastique. Mais toi, on te sent vraiment ému de parler de Bougainville. Tu te l'es presque approprié comme personne de ta famille. Je crois que tu le dis que c'est comme ton grand-père, en fait. Voilà. Tout à fait. J'ai inventé ce grand-père, mais il faut dire qu'il est extraordinaire et que j'espère partager ce grand-père avec beaucoup de monde. Mais quand on est capable d'écrire un magnifique attends, il faisait 800 pages au départ. Combien? 800 pages au départ. Ah oui, ça coûtait cher à l'édition. Voilà. Tu as fait le very best-of. Ouais. Alors, on a regardé la première partie de ce petit documentaire sur les grands explorateurs. Il est arrivé à Méhétia la première fois, ici. Oui.
Il y avait du monde, hein. C'était peuplé, mais seulement ils ne pouvaient pas accoster pour prendre de l'eau. C'est ça qui m'intéressait. Bougainville, le flamboyant chevalier d'Himère du Sud, quelqu'un qui compte dans l'histoire de la Polynésie et dans l'histoire de la navigation française et de l'exploration. La deuxième partie du petit sujet de France Télévisions sur les grands explorateurs, Bougainville, regardez. À peine arrivé que déjà Bougainville repart de Tahiti, avec à son bord Aotoru, un jeune chef tahitien désireux de connaître la France. Oh, joli, extraordinaire. C'est au contact de cet hôte de marque que durant le reste du voyage, Bougainville peut réellement s'instruire sur les mœurs et coutumes de Tahiti. Aotoru sera la coqueluche de Versailles et incarnera l'idée répandue du bon sauvage. Il mourra 2 ans plus tard sur le bateau qui le ramenait à Tahiti. Nina. Monsieur le commerçant. Mais un deuxième hôte s'était introduit dans l'équipage, et ce, depuis déjà fort longtemps. L'assistant du naturaliste Commerson fut démasqué par l'intuition plutôt bien placée des Tahitiens. À l'insu de tous, Jean Barré s'appelait en réalité Jeanne Barré. Elle était la première femme au monde à faire le tour de la Terre. Pour ce qui reste de sa mission, Bougainville ne se risquera pas à trouver le passage entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, car déjà son équipage était terrassé par le scorbut. Du coup, la Chine sera évitée, et les plans d'épices des Moluques, farouchement gardés par les Hollandais, lui seront inaccessibles. Sur le chemin du retour, Bougainville réfléchit déjà à ce qui pourrait donner à ce voyage le goût d'une grande contribution. Alors, le voyage de Bougainville, on peut le considérer comme un échec par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Mais si l'on dépasse le cadre, je dirais, ultramarin, c'est d'abord pour cette contribution à l'histoire du débat intellectuel sur l'ailleurs, sur le non-européen, sur l'autre et sur le rêve, en fait. Se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays sans armes. Partout, nous voyions régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. C'est absolument fascinant. On est précisément dans notre émission de service public ce soir. Tu vois, c'est bien de décoder, c'est bien de parler de ce qui se passe dans les festivals ou dans les bars et les cafés, etc. Mais là, on touche notre histoire, quoi. Oui, oui. Et l'article que m'a fait Claude Jacques ce matin est un clin d'œil, certainement. Donc, il a parlé de Bougainville et du mythe du bonheur. Et au-dessus, il a marqué le bonheur vu par les élèves du métier d'art, tu vois. Le mythe du bonheur revisité par les élèves du centre des métiers d'art. Mais c'est formidable. La semaine dernière, dans Le Point, il y avait un article sur le mythe du bonheur dans nos sociétés. Mais le mythe du bonheur, il n'existait pas avant les découvertes d'ici. Il y avait le mythe mythe de l'Eldorado, pour avoir de l'or. Il y avait le mythe des colonisateurs, des évangélistes. Mais il y avait des utopies. Il y avait des utopies, mais avec le voyage de Bougainville, de Wallis on a appris à rêver avec on était au siècle des philosophes des Lumières, voilà. Le mythe du bon sauvage, comme c'était dit dans le reportage. Tout à fait. C'est tout ça fascinait complètement les personnes. Et oui, ça a été une révolution dans les mentalités. Parce qu'on s'est aperçu que le bonheur, il n'était pas forcément au-dessus. Avec Bougainville, il pouvait être sur Terre, avec les Tahitiens. Représenter le paradis sur Terre. Oui, c'est ça. Alors malheureusement, cette émission est trop courte, on pourra en parler encore des heures. Philippe Prudhomme a édité à compte d'auteur
ce livre Bougainville, le flamboyant chevalier des mers du Sud, qui se décompose en plein de chapitres différents qui à eux seuls peuvent être lus comme ça de temps en temps. Une belle tranche d'histoire. Je te félicite pour ce magnifique Tu es très travail. gentil, c'est moi qui te félicite pour les documentaires que tu as Avec grand présentés. plaisir. C'est la moindre des choses, ça met en valeur ton travail. Oui. Et puis on se revoit très bientôt parce que tu vas nous promettre d'autres surprises dans le monde de l'édition. J'espère. Et que tu aies une longue vie pour nous faire savourer comme ça encore longtemps. Moi aussi, Merci beaucoup. Écoute, au revoir. Au revoir, et puis à à bientôt. l'occasion. Voilà, on trouve évidemment cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies de la place. Voilà. Merci beaucoup, passe une excellente soirée. À très vite, Malolo, Paragana et restez sur Polynésie Première.